France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui un château et un musée chargés d'histoire, le Louvre. Faire succéder à la grandeur du passé, la grandeur du présent et la beauté de l'avenir, conserver à cette métropole de la pensée le nom de Louvre, c'est là, messieurs, une idée haute et belle. Victor Hugo. « 2000 ans d'histoire. Parmi les millions de visiteurs qui tous les ans viennent voir la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace ou la Bethsabée de Rembrandt, combien regardent le Louvre lui-même, un lieu chargé d'histoire et qui, bien avant d'être un musée, était d'abord un château fort construit par Philippe Auguste pour protéger Paris. Puis la forteresse est devenue la résidence de presque tous les souverains français qui, de Charles V à Napoléon III, n'ont jamais cessé de transformer et d'agrandir le Louvre, où se sont produits quelques-uns des grands moments de l'histoire de France. Catherine de Médicis y déclencha les massacres de la Saint-Barthélemy, Louis XIV en fut chassé par la Fronde, Louis XVI y perdit sa couronne, et, dernier avatar de cette histoire mouvementée, les communards l'ont incendié, un siècle avant qu'un architecte américain d'origine chinoise y construisent une pyramide en verre. L'affaire fit, on le sait, scandale, mais elle a au moins permis aux Parisiens de redécouvrir, sous la pyramide de Paye, les origines du plus grand musée du monde. France Inter, Jean-Marc Stricker, le 29 mars 1989. Du haut de cette pyramide, vous contemplez 8 siècles. Le président de la République ne l'a pas dit, mais il aurait pu. La fameuse pyramide de verre, dont les transparences et les reflets se sont intégrés dans le paysage du Louvre, est le dernier en date des innombrables ajouts et remaniements qu'a connu le palais 8 fois centenaire. Précisément, le clou du Grand Louvre est la mise à jour du premier donjon, construit à la fin du XIIe siècle par Philippe Auguste, sur le lieu dit Lupéra, le lieu des loups. Le palais retrouve ses origines au moment où il entre dans le XXIe siècle, car le Louvre est maintenant un musée moderne, 200 ans tout juste, après que ce palais des rois de France soit devenu musée national. J'en ai les frissons dans le dos, tellement je trouve ça merveilleux. Il y a des années que j'aurais voulu voir ça. Il faudrait se mettre à genoux, tellement c'est merveilleux. Geneviève Bresque, bonjour. Bonjour. C'était une Parisienne le jour de l'inauguration du Grand Louvre, dont vous êtes conservateur général du patrimoine. Mais le patrimoine du Louvre, on l'oublie parfois, c'est pas seulement les œuvres qu'on peut y trouver ou y voir, c'est le palais lui-même, qui est né, on vient de l'entendre, il y a 800 ans, et qui n'a pas été construit pour être un musée, mais d'abord pour être une forteresse. Ah, le Louvre, c'est un château fort comme sont les châteaux forts féodaux, par exemple. Sauf que c'est le château fort du roi. Et c'est un lieu du pouvoir. Philippe Auguste part pour la croisade. Il part avec son beau-frère, Richard Cœur de Lion. Ils s'entendent bien, mais pas si bien que ça, parce que les Anglais sont quand même pas très loin de Paris. Ils sont dans Normandie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, Philippe Auguste demande à ses bourgeois de clore la ville avec une fortification. Et à l'angle, sur la Seine, là où peut venir l'ennemi, il fait construire une robuste forteresse qui est en face du Palais de la Cité. Le Palais de la Cité, c'est le lieu vraiment palatial de Paris, alors qu'en face, le Louvre de Philippe Auguste, c'est la fortification. Un lieu fréquenté par les loups, en tout cas c'est une étymologie possible, qui s'appellerait Loupara, donc le lieu des loups, d'où le nom, mais on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr que c'est cela qui en est à l'origine, d'où le nom que porte le Louvre. Alors une fortification, mais pas encore une résidence royale. D'ailleurs, il n'y avait pas de résidence fixe pour les rois à l'époque, Geneviève Bresque. Oh non, Philippe Auguste transportait ses malles et ses archives, d'ailleurs, qui ont été comme ça détruites, de château en château. Et d'ailleurs, les souverains vont pendant très longtemps être des souverains nomades. Mais Philippe le Bel tient des assemblées au Louvre. Et c'est véritablement avec Charles V qu'on a une résidence royale, mais épisodique de toute façon. Pas tout de suite donc une résidence royale, cela dit un lieu de pouvoir. Tout simplement parce que
la grande tour centrale de 31 mètres, dont on peut voir aujourd'hui les fondations, parce qu'elles ont été redécouvertes avec la fondation du Grand Louvre, eh bien, c'était le lieu qui était, tous les fiefs de France et dépendaient justement de la grande tour. Philippe Auguste fait construire un donjon, mais ce donjon, on l'appelle la Grosse Tour, et de la tour de Louvre relèvent tous les fiefs du royaume, ce qui signifie véritablement un espèce d'axe du pouvoir qui va subsister pratiquement jusqu'à la Révolution. Alors cette grande tour, le château de Philippe Auguste, il n'en reste pratiquement plus rien, sinon les fondations, parce que c'est un lieu qui a été constamment transformé par tous les successeurs de Philippe Auguste. Charles V, donc, qui est le premier à en faire une résidence royale, et même d'ailleurs une bibliothèque très réputée à l'époque. C'était une des plus grandes de France, je pense, à l'époque, Geneviève Bresque. Il reste quand même du château médiéval un très bel ensemble qui a été découvert lors des fouilles sous la cour carrée. Donc de Philippe Auguste, il reste les soubassements de la tour avec un fossé, mais quand même relativement important. Et je veux dire, plus rien de visible en surface. Plus rien en surface, mais beaucoup dans le sous-sol. Quant à Charles V, il va accrocher ses bâtiments, sa résidence, son grand escalier, à l'intérieur de cette forteresse traditionnelle. Et puis, dans une tour, il va faire sa librairie, la bibliothèque est une librairie avec ses manuscrits bien protégés et son libraire, c'est-à-dire son bibliothécaire, Gilles Mallet. Donc, un fonds très important dont une partie, maintenant, se trouve à la Bibliothèque nationale après bien des péripéties. Alors, après Charles V, les rois ne résident plus au Louvre, même provisoirement, ni Charles VI, ni Charles VII, ni Louis XI, ni Charles VIII, ni Louis XII, et jusqu'à ce qu'au début du XVIe siècle, François Ier s'y installe régulièrement, et avec lui, la femme qui reste depuis 500 ans la plus célèbre du Louvre. Je vais moi-même y prendre et vous le présenter le plus beau des portraits qu'il y ait sur la terre. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur, peu de femmes m'auront coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ainsi donc la Joconde est au Louvre, c'est bien, nous interdisons désormais qu'elle en sorte. On la surveille et que l'on veille à toute porte. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi, faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent, en d'intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. Barbara, la Joconde qui est la star évidemment du Louvre, c'est celle que tout le monde vient voir. S'il y a 8 millions, je crois, cette année de visiteurs au Louvre, aucun ne manquerait pour rien au monde justement la Joconde, qui, contrairement à ce qu'on a entendu dans cet extrait de film qui précédait la chanson de Barbara, ce film de Sacha Guitry, n'a pas toujours vécu au Louvre. On est vraiment dans la pure légende. Il est évident que la Joconde n'était pas au Louvre, le Louvre n'était pas un musée, François Ier n'habitait pas au Louvre, la Joconde n'était pas célèbre. Enfin, vraiment, on est dans le mythe, dans la fantasmagorie. C'est ça d'ailleurs qui attire les gens. C'est l'aspect tout à fait mythique d'un personnage éloigné, souriant, etc., mais qui n'aura des rapports avec le Louvre quand le Louvre sera un musée, c'est-à-dire à la période révolutionnaire. Et puis après, alors qui ne quittera plus le Louvre, sauf une fois, il y a eu un vol de la Joconde pendant 2 ans, en 1911, je crois, elle a disparu. C'est ça qui va la rendre célèbre, c'est quand un maçon italien va vouloir rendre la Joconde à l'Italie, ce qui est complètement faux, puisque la Joconde avait été justement au Louvre depuis la Révolution, sans être une des acquisitions de l'époque révolutionnaire, et qu'en plus c'était une œuvre des collections royales depuis François Ier. Mais le vol lui assure la célébrité.
Et finalement, c'est l'événement qui va lui donner une place tout à fait extraordinaire par rapport aux autres œuvres, alors que le Louvre est très riche d'une très belle collection d'œuvres de Vinci tout aussi importante. Alors, en tout cas, elle vient à l'époque de François Ier, à l'époque où le Louvre n'est pas encore un musée. C'est ni même la résidence permanente des rois. Ce n'est que plus tard qu'ils s'installeront en permanence, soit au Louvre, soit, nous le verrons, à Versailles. Cela dit, avec François Ier, le Louvre connaît sa première grande transformation. Il devient un palais Renaissance. Mais c'est-à-dire que François Ier, c'est déjà un très grand mécène, un très grand collectionneur. Donc c'est vrai que les collections royales, qui ne sont pas au Louvre, mais à Fontainebleau, ou dans les autres palais royaux, Madrid, aux environs de Paris, c'est-à-dire en fait Neuilly, les châteaux de la Loire, évidemment, Chambord, auquel tout le monde pense, bien sûr. Donc ce François Ier, itinérant, mécène et collectionneur, va avoir l'idée que Paris est une capitale et qu'il faut un palais royal important à Paris. Donc il fait raser la grosse tour de Philippe Auguste qui donne trop d'ombre, qui empêche d'avoir de l'air dans la cour. Et il va ordonner à son architecte Pierre Lescot, après avoir d'ailleurs sollicité un architecte italien, Serlio, il va chercher à transformer l'austère forteresse médiévale en un palais Renaissance nouveau, à l'ordre du jour, à l'antique, décoré. Alors une forteresse qui reste, enfin, même si c'est un château Renaissance, qui ne plaît pas tellement à sa belle-fille, la femme de Henri II, Catherine de Médicis, qui construit à 500 mètres du château un autre palais qui est les Tuileries. Ça appartient à ce qu'on considère, comme on appelle encore le Louvre, même si d'ailleurs ce palais, pour l'essentiel, a disparu sous la Commune, mais c'est une nouveauté. Et alors c'est ce qui va agrandir le Louvre, parce que plus tard, un tout petit peu plus tard, Henri IV, devenu roi de France, va chercher à faire se rejoindre le palais des Tuileries et le Louvre de François Ier, et ça va être la première très grande construction. C'est la galerie qu'on trouve, la galerie du bord de l'eau qu'on trouve tout le long de la Seine entre le Louvre et les Tuileries. Alors François Ier ne fait que donner l'ordre de faire un palais Renaissance. C'est Henri II qui va construire le Louvre Renaissance, c'est-à-dire notre actuel quart de la cour carrée, c'est-à-dire l'endroit le plus ancien du Louvre. Et après son veuvage, Catherine de Médicis, qui est régente et qui domine et a le sens du pouvoir, va chercher à créer quelque chose un peu à l'extérieur de Paris. Entre le Louvre et les Tuileries qu'elle fera construire, il y avait un rempart, une fortification. Donc nous sommes hors de Paris. Et c'est sur un modèle italien, sur le modèle du palais Pitti, la reine est florentine, elle a connu Florence, qu'elle va construire un autre palais. Et il va y avoir là donc deux entités un peu différentes qui vont se rejoindre, seulement sous Henri IV, comme vous l'avez rappelé. Donc un palais dans Paris, ancré dans le cœur de la ville, qui est le Louvre. Et puis ce palais des Tuileries qui a un prolongement extraordinaire, un jardin qui est ouvert très largement et sur la Seine et plus tard sur le grand axe parisien. Donc Henri IV construit la grande galerie qu'on peut voir actuellement tout le long de la Seine. L'espace reste encore ouvert, puisque sur ce qui donne actuellement sur l'actuelle rue de Rivoli, il n'y a encore rien pratiquement de construit. Ce grand œuvre de Henri IV, qu'il appelle son grand dessein, il ne l'achèvera pas. Et puis Louis XIII le prolonge, son fils Louis XIII fait agrandir, quadrupler, je crois, la cour carrée du Louvre. Et puis ça continue encore avec Louis XIV, qui au tout début de son règne, s'intéresse au Louvre et envisage même éventuellement d'y rester. C'est à Louis XIV que l'on doit, et à Claude Perrault, son architecte, les colonnades du Louvre. Aujourd'hui, Geneviève Bresque. Mais c'est-à-dire que Louis XIV reprend la tradition de son père et de son grand-père de faire une ville royale. Le Louvre et les Tuileries, c'est-à-dire un double palais, qu'il pense toujours rejoindre dans ce rêve d'un grand dessin immense, c'est de faire vraiment une ville royale. Donc un palais qui n'a plus du tout les dimensions de ce que sont les châteaux. C'est beaucoup plus grand que Fontainebleau. Évidemment, dans un deuxième temps, il se rendra compte que ce palais est assez indéfendable. Et c'est pour ça qu'il partira vers Versailles. Autre palais ouvert autrement, vers la chasse, le plaisir des jardins, le plaisir de l'île enchantée, des feux d'artifice, etc. Mais il a quand même conçu un Louvre qui est une résidence déjà des artistes. Henri IV, déjà, y avait logé ses artistes. Sous Louis XIV, l'Académie y réside. C'est un palais qui a des fonctions d'État. Et c'est pour cela qu'il faut à la fois
avoir une décoration importante à l'intérieur, la galerie d'Apollon qui nous reste actuellement, qui est une grande salle de fête, et qui ressemble à la galerie des glaces d'ailleurs de Versailles, qui est un prémisse de ce que sera la décoration de la galerie des glaces de Versailles, par les mêmes auteurs d'ailleurs, Lebrun en particulier, et un frontispice face à la ville qui sera la colonnade, pour lequel on a une très longue période de gestation parce qu'on ne sait pas très bien que faire de cette façade, et on va commander à la terre entière des projets, dont le Bernin. Et finalement, ça sera la colonnade qui va se dresser face à la ville. Donc il faut bien penser que c'est un palais qui est au cœur de la ville et qui en même temps en sort aussi par les Tuileries, par le jardin, par une promenade publique, par un parc qui est dessiné aussi par un des auteurs de Versailles, c'est-à-dire André Le Nôtre. Mais le roi n'y est plus. Louis XIV va s'installer à Versailles et il n'y aura plus de roi de France jusqu'à la Révolution française. En 1789, les Parisiens vont chercher Louis XVI pour le ramener avec la reine au Louvre, où il se trouve justement le 10 août 1792. Ce jour-là, les Parisiens et les Marseillais partent à l'assaut du Louvre, où le roi et Marie-Antoinette sont défendus par des gardes suisses. Si le roi ne retire pas son veto, nous attaquerons le château. Garde à vous! Flottons! Notre collègue Garnier nous fait dire qu'à l'heure actuelle, nos frères de la section du théâtre français s'apprêtent à donner le signal du départ. C'est un coup de canon qu'ils doivent tirer du pont Saint-Michel. Aussitôt, les cloches de toutes les églises patriotes de Paris sonneront le tocsin. Nous irons prendre nos positions devant la porte du château. Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Et qu'elle vienne, cette révolte, le plus vite possible. Qu'ils attaquent le château. Cette fois-ci, nous sommes prêts à les recevoir. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé, dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Et une chanson composée après, justement, la prise du Louvre et des Tuileries par les révolutionnaires. C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, Geneviève Bresque, que le Louvre devient vraiment un musée. Le palais royal devient le palais national, ou un palais national. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est déjà sous Louis XV que les gens des Lumières, les philosophes, les amateurs avaient exigé l'ouverture des collections royales extrêmement riches en tableaux surtout à la nation déjà. Et donc il y a déjà sous Louis XV, surtout sous Louis XVI, un projet d'ouverture de ces collections d'abord au Luxembourg, ce qui va se faire, puis d'un muséum royal au Louvre. Et on commence déjà à l'étudier, à faire acheter des tableaux, à restaurer, etc. Oui, c'est pas la Révolution. C'est pas la Révolution, c'est déjà sous Louis XVI. Mais évidemment, ça prend beaucoup de temps, tout ça. On a beau avoir Hubert Robert comme garde des tableaux, ça prend quand même du temps. Et donc, c'est effectivement seulement le 10 août 93, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après la chute de la monarchie et la prise des Tuileries, qu'on va ouvrir le Muséum national du Louvre, avec un musée national, dont la gestation était quand même légèrement antérieure. Et on va avoir ce double palais, Louvre et Tuileries, avec un Louvre qui est plutôt le palais des artistes. Il y loge toujours des artistes au Louvre. Il y avait déjà précédemment une salle des antiques avec une collection d'antiques du roi. Et une grande galerie s'ouvre en 93 avec des tableaux, des collections royales, mais aussi saisis chez les émigrés, dans les églises. Et de l'autre côté, nous avons les Tuileries, palais national, qui est centre du pouvoir, où va se trouver l'Assemblée révolutionnaire, puisque la Convention va siéger dans la salle des machines des Tuileries. Et par la suite, ça sera le palais du consul, puis le palais impérial de Napoléon Ier, puis le palais des rois. Donc il y a un double lieu de pouvoir qui se divise entre le lieu de l'art, le Louvre,
et lieu du pouvoir, les Tuileries. Le lieu de l'art étant enrichi, vous l'avez dit, par la confiscation des biens de l'Église pendant la Révolution, par également les conquêtes de la Révolution, du Directoire, de l'Empire, pillage, disons-le, carrément, notamment pendant la campagne d'Italie. Alors là, ça devient... Pas toujours. Pas toujours. Non, c'est pas un pillage. Bon, confiscation, disons. Non, ce sont 2 traités, Tolentino et Campo Formio. Il y a beaucoup de polémiques sur le sujet, c'est-à-dire peut-on faire quitter les œuvres du lieu où elles ont été conservées, où elles ont été conçues, mais il y a aussi l'idée qu'on retire de la pénombre des églises des œuvres pour le donner à l'Europe entière. Il y a une espèce de folie, enfin nous allons montrer aux artistes, aux amateurs, etc., toutes les œuvres d'art. Donc il y a, même du point de vue des confisqués, l'idée qu'on va les voir enfin. Et ceci va se jumeler avec les projets de Chaptal en 1802, par exemple, qui vont créer les grands musées de province. Et dans ces musées, il y a la Brera à Milan, il y a le musée de Bruxelles. Donc, attention, c'est une confiscation pour le peuple. C'est pas un pillage généralisé. Et avec la bénédiction d'ailleurs des rois, puisqu'ils vont revenir avec Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, ils vont revenir s'installer aux Tuileries. Napoléon III aussi, qui va achever le grand dessein que pouvait avoir Henri IV. C'est-à-dire que c'est lui qui va fermer en quelque sorte le Louvre par les constructions qui se trouvent actuellement du côté de la rue de Rivoli. Ça devient un lieu fermé, clos. Tout le monde a ajouté sa pierre. Napoléon Ier, dont les architectes ont créé la rue de Rivoli et qui fait une petite aile le long de la rue de Rivoli, assez peu sous la Restauration, mais quand même ils en font un petit peu. Chacun apporte sa petite pierre. Alors, Napoléon III, il a beaucoup plus effectivement de moyens et ça va très 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 vite. Donc là, nous allons fêter cette année le 150e anniversaire de 1857. Effectivement, la clôture complète du Louvre et des Tuileries. Clôture complète qui est en partie d'ailleurs une reconstruction, parce que son architecte le fait, il aurait bien aimé reconstruire petit à petit les parties les plus anciennes pour y mettre sa patte. Enfin, clôture complète, pas du tout, puisqu'en 1871, la Commune de Paris brûlant le château des Tuileries, le Louvre à nouveau s'ouvre sur la perspective des Champs-Élysées. Oui, mais ça met du temps à s'ouvrir, parce qu'on a beaucoup négocié pour savoir s'il fallait ou non détruire les Tuileries. On aurait pu très bien les restaurer. On ne le fait pas pour des raisons politiques, ce qui oppose les tenants du patrimoine, défenseurs de l'aspect historique des Tuileries, et les tenants d'une destruction parce que c'est le symbole du pouvoir royal ou impérial. Alors ensuite, il n'y a plus tellement de travaux au Louvre pendant à peu près un siècle, jusqu'à la construction du Grand Louvre à la demande de François Mitterrand, l'installation de la pyramide de Paye qui a beaucoup choqué alors que ça faisait partie des projets qui déjà existaient depuis longtemps. Il y avait une pyramide qui avait été construite provisoirement pendant la Révolution en l'honneur de Marat, je crois, Geneviève Bresque, mais cette pyramide a beaucoup choqué lorsqu'elle a été construite à l'époque de François Mitterrand. Et puis on va en chasser aussi le ministère des Finances. Le Louvre devient uniquement un musée, mais insuffisant pour recevoir, enfin insuffisant, qui reçoit difficilement 8 millions de visiteurs cette année. Il y a 90 000 pièces inconnues du grand public parce qu'on ne peut pas toutes les exposer, d'où l'idée de décentraliser le Louvre et même de l'exporter. France Inter, Patrick Boyer, le 6 mars 2007. La marque Louvre a été vendue à l'Émirat d'Abu Dhabi. Un futur musée va naître dans le désert et devrait permettre de valoriser les collections françaises. France Inter. Le Louvre a vendu sa marque à Abu Dhabi. C'est signé. Le ministre de la Culture, M. Don-Dieu de Vabre, a conclu aujourd'hui dans l'Émirat un accord sur l'exploitation d'un futur musée qui doit mettre en valeur les collections françaises et pas seulement celles du Louvre. Tout le monde, bien sûr, n'est pas de cet avis en France. L'ancien directeur du musée Picasso, le très renommé Jean Clair, et l'ancienne directrice des musées de France, Mme Françoise Cachin, ont dénoncé un usage mercantile de la marque Louvre et ils s'interrogent sur la pertinence culturelle d'un projet qui échappera largement aux conservateurs français. Car in fine, Abu Dhabi n'exposera que ce qu'il veut, les musées français ne faisant que proposer, autrement dit, pas de Renoir parce qu'il y a des femmes nues, pas d'œuvres de la Renaissance parce qu'il y a des madones également dévêtues et même horreur des crucifix. Le Louvre à Abu Dhabi, Geneviève Bresque, est-ce que c'est encore le Louvre ? Non, il ne faut pas exagérer, là vraiment la marque Louvre vendue, en fait une commercialisation qui n'est pas du tout le but. Non mais ça s'est pas fait gratuitement.
Ça ne se fait pas gratuitement, mais il faut bien un peu vivre. Donc, effectivement, il y aura des retombées économiques. Mais enfin, le Louvre a une action nationale très importante. Pour le moment, l'autre projet, c'est le Louvre-Lens, avec la construction d'un nouveau musée, avec surtout de nouvelles bases et de nouvelles manières de présenter les choses. D'abord, nous n'avons pas 90 000 œuvres qui sont inconnues du grand public. Beaucoup de choses sont des collections d'études, X milliers de tablettes, X milliers de dessins, X milliers de chapiteaux en petits morceaux, etc. Mais c'est vrai que nous avons une action. Le Louvre est un lieu politique. Nous avons une action internationale et une action nationale. Je crois qu'il faut quand même insister là-dessus, sur la participation des collections du Louvre aux expositions, à toute la politique culturelle des musées de France. Mais ça devient, on a l'impression que c'est une espèce de franchise au fond, que le Louvre, ça devient une appellation et plus tellement le lieu dont on vient de parler avec vous, Geneviève Bresque, aujourd'hui. Non, je pense que dans ce cas-là, c'est une collaboration avec l'aide à la construction, à la mise en place de tous les éléments indispensables à un musée, c'est-à-dire des personnels, des gens qui savent restaurer, des gens qui savent conserver, des gens qui savent présenter. Donc c'est un savoir-faire plutôt. Et le Louvre, c'est aussi un musée, mais c'est aussi des personnels et des gens qui ont une connaissance scientifique, les conservateurs, une connaissance technique, beaucoup d'ateliers, une connaissance de la muséographie, parce que c'est aussi une science nouvelle, la muséographie, la muséologie. Et donc la France a actuellement un savoir-faire qui est reconnu, et c'est ça qui est reconnu, c'est ce savoir-faire qui est reconnu. Mais est-ce que, justement, le Louvre, vous le dites dans les cahiers de Sciences et Vie, c'est toujours un peu la même chose qu'on va voir. Il y a plein de départements que l'on ignore ou que l'on néglige ou à côté desquels on passe. On va voir la Joconde, mais par exemple, on va moins voir le musée des Antiquités égyptiennes ou de l'Islam. Si vous avez une demi-heure au Louvre, évidemment, vous filez voir la Joconde. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est venir et revenir pour voir peu de choses chaque fois. Donc le Louvre, c'est un musée, c'est surtout de très nombreux musées, 8 départements, des spécificités, des endroits plus ou moins connus. Donc je crois que c'est un lieu à découvrir tous les jours. Moi-même, je n'arrive pas à avoir une bonne connaissance de tous les recoins et de toutes les richesses qu'on peut avoir dans le Louvre. C'est un lieu de promenade et c'est un lieu de connaissance. Et je crois surtout que c'est un lieu qui est ouvert à tous. Et un lieu qui n'est pas terminé, dites-vous aussi dans ces cahiers de Sciences et Vie, le Louvre n'est pas terminé et ne le sera jamais. Il ne sera jamais terminé parce qu'il faut toujours se remettre en question. Donc quand nous faisons des nouvelles salles, des nouvelles présentations, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, il y a d'autres manières de présenter. Les œuvres doivent être restaurées, les aménagements techniques doivent être refaits. Il faut même aussi se remettre en question sur ce qu'on présente véritablement au public et comment on le présente, puisque ce qu'on alignait sur les murs de manière un peu sinistre sous la Révolution, on mettait les choses côte à côte. Maintenant, il y a une exigence d'une présentation autre et d'une manière de l'expliquer autrement au public. Merci Geneviève Bresque. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Mémoires du Louvre, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, et La Marseillaise de Jean Renoir, disponible en DVD aux éditions Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Noël Vélan et Stéphanie Coulon, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.